Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. La campagne législative entame sa deuxième semaine. Nous irons dans les 4 coins du pays pour découvrir les déplacements des leaders des partis politiques et des candidats indépendants. Nous verrons dans ce journal ce qu'attendent les habitants de Jijel de leurs prochains députés. Comment reconstruire Gaza après les bombardements de l'armée d'occupation israélienne qui ont détruit près de 40% des infrastructures de base. Les Gazaouis se retroussent les manches pour nettoyer leur ville avec l'aide des scouts musulmans algériens. Notre correspondant Wissem Abou Zaïd nous dit comment les Palestiniens font face à la pandémie de coronavirus. Des histoires de passionnés pour terminer ce journal à Blida où un mordu du cinéma a réussi à transformer son restaurant en véritable ciné-club. Et à Sétif, où un passionné de travail manuel a réussi à développer son savoir-faire et à transformer les objets récupérés en véritables objets d'art. 2 reportages à suivre à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On entame ce journal par le volet consacré aux législatives du 12 juin prochain. La campagne entame sa deuxième semaine. Dans les 4 coins du pays, les partis politiques et les candidats indépendants multiplient leurs meetings pour convaincre les Algériens. Résumé avec Adel Boukhams. Pour ce 8e jour de la campagne électorale, Lakhdar Ben Khellaf, délégué par le président du Front de la Justice et du Développement, était à Oran, où il a appelé le peuple algérien à choisir les candidats compétents et intègres. Dans le même sens, a abondé le président du parti Saout el-Chab, Lamine Osmani, à partir de l'Arwat et de Msila, en mettant l'accent sur l'importance de faire le bon choix parmi les candidats en lice. Le président du mouvement Al-Bina, Abdelkader Ben Grina, a plaidé quant à lui à partir de Chlef en faveur d'une plus grande participation de la femme à la prise de décision. De son côté, le président du Front national algérien Moussa Touati a déclaré à Djelfa et à Tiaret que les législatives du 12 juin s'inscrivent dans un contexte marqué par un éveil du peuple qui a voulu recouvrer son pouvoir absolu. Amsila et Abou Saada, la présidente du parti Tajamou Amel Jazair Fatima Zohra Zarwati, a appelé les citoyens à être partie prenante dans l'édification des institutions de l'État. Pour sa part, le secrétaire général du Front de la Bonne Gouvernance, Aïssa Belhadi, a affirmé à Saïda et à Mechria que la prise de décision politique et la réussite de la performance de l'instance législative sont étroitement liées au bon choix du peuple de ses représentants. S'exprimant lors d'un meeting organisé à Abouira, le président d'Al-Wasit Siyasi, Ahmed Laroussi Rouibat, a mis l'accent sur l'importance de participer au prochain scrutin qui doit impliquer tout le monde, car il s'agit d'un devoir envers la nation et le pays. Le président du parti Fajr el-Jadid, Tahar Ben Baibash, a indiqué quant à lui à Skikda et à Jijel que la transparence et la crédibilité de l'opération électorale permettra de restituer au peuple la confiance perdue. Le président par intérim du Parti de la Liberté et de la Justice, Djamel Ben Ziadi, a affirmé à partir de Naama que les prochaines élections législatives sont une occasion pour le rétablissement de la confiance entre le peuple et les institutions de l'État. Développer l'économie nationale et investir dans le génie algérien, des promesses martelées dans les 58 wilayas du pays par les candidats aux prochaines législatives. Résumé avec Raouf Hamouch. Depuis la wilaya de l'Arwat, le président du Front de l'Algérie Nouvelle, Jamel Ben Abdeslam, a affirmé que la préparation aux prochaines élections législatives a laissé apparaître des prémices de réforme et de renouveau. À Djidjel et à Skikda, le premier responsable du MSP, Abdelrazak Makri, a appelé les citoyens à ne pas rater cette occasion pour édifier les institutions du pays et booster le développement. Le secrétaire général du RND, Tayeb Zetouni, a rappelé depuis la wilaya d'Adrar l'importance des Zaouïas dans la sauvegarde de l'identité nationale et a promis l'application d'un programme visant le développement durable des régions basé sur une économie créatrice de richesses. Abdelaziz Belaid, président du mouvement Al-Mustaqbel, a déclaré depuis l'Arwat que les prochaines législatives constituent une opportunité pour consacrer la notion d'état de droit à travers la mise en place d'un levier constitutionnel très important que représente l'APN. Lors d'une activité de proximité organisée à Médéa, le président du PRA, Kamel Ben Salam, a estimé que l'investissement productif devrait être prioritaire dans la politique économique nationale. Depuis Tizi Ouzou et Médéa, le président du mouvement Al-Islah, Filali Rouini, a considéré que le scrutin du 12 juin constitue un appui pour la stabilité de l'Algérie et un pas vers le parachèvement du processus de changement réclamé par le peuple algérien.
Le secrétaire général de l'ANR, Belkacem Sahli, a souligné depuis Mascara et Relizane que son parti dispose d'un programme pouvant réaliser le décollage économique de l'Algérie, mettant l'accent sur l'importance d'élire des candidats compétents et intègres. Depuis Msila, le secrétaire général du mouvement Ennahda, Yazid Ben Aïcha, a relevé que les prochaines législatives sont une opportunité pour opérer le changement, réfutant les prétextes de certains milieux relatifs à l'absence de garantie pour réaliser cet objectif. Des objectifs que les habitants de Jijel souhaitent voir se réaliser sur le terrain. En effet, la ville vote pour élire 6 parlementaires. Les habitants rencontrés par nos équipes espèrent du sang neuf et des députés intègres au service des habitants. Reportage de Wassila Bouchaleb, commentaire signé Amel Bouakba. En quête de détente et de brise marine, les habitants de Jijel ont jeté leur dévolu sur la plage, comme ce jeune Yanis, qui savoure des randonnées à vélo loin du tohu-bohu de la ville. Avec des rêves plein la tête, il aspire ardemment à un avenir radieux dans une Algérie prospère où la place est accordée aux compétences nationales. Je rêve d'une Algérie meilleure. J'espère que ces élections apportent un renouveau pour notre pays et un développement à tous les niveaux. La wilaya de Jijel sera représentée au prochain Parlement par 6 députés. Nous attendons à ce que ces députés soient différents de leurs prédécesseurs et apportent le changement tant espéré. Nous sommes là dans l'un des plus grands marchés de Jijel et là aussi les attentes sont les mêmes. Nous souhaitons que les futurs députés soient à la hauteur en servant les citoyens, pas leurs propres intérêts. Notre souhait, que les candidats pour lesquels nous allons voter nous représentent au mieux au Parlement. 54 listes, dont 35 réservées aux candidats libres et 19 aux partis politiques, sont en lice dans la wilaya de Jijel. Chacun y va de sa manière pour convaincre un électorat qui veut une réelle rupture avec les anciennes pratiques, avec un futur Parlement représenté par des députés intègres et compétents à la hauteur de la confiance placée en eux. Voilà pour cette page consacrée aux prochaines législatives. On fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie. 272 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 192 guérisons et 7 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. Une question ce soir, comment préparer notre pays à rejoindre la zone de libre-échange africaine? Une stratégie nationale est élaborée pour le ministre du Commerce, Kamel El-Zig. Les entreprises nationales doivent se préparer pour bénéficier des avantages d'un marché qui pèse 3 000 milliards de dollars. Les détails avec Abdelmajid Bakrassi. L'Algérie s'attelle actuellement à l'élaboration d'une stratégie nationale adéquate devant être présentée dans les tout prochains jours pour l'entrée effective à la zone de libre-échange continentale africaine qui devrait créer un marché de plus de 3 000 milliards de dollars. D'après notre propre expérience, les produits algériens sont très prisés. Mais malheureusement, ils ne sont pas très connus à l'étranger. Le gouvernement est en train de nous soutenir. Il est aussi question de l'exonération pour les exportateurs du coût de transport. Et là, c'est une bonne chose. La position stratégique de l'Algérie est considérée comme un véritable atout pour l'accès vers les pays africains. L'Algérie devrait mettre en avant sa dimension africaine avec les 2 grands projets structurants, la Transsaharienne et le port d'El Hamdaniya à Cherchel. Nous devons continuer sur la même dynamique avec bien sûr l'adhésion de tous les opérateurs auxquels je fais appel. Nous sommes capables d'atteindre les 4 à 5 milliards de dollars d'exportation dont a parlé le président de la République. Nous devons améliorer nos performances en vue de pénétrer ce marché continental en trouvant comment tous les producteurs nationaux d'ici ou d'ailleurs doivent engager de véritables investissements dans le pays. Un seul défi à relever pour les opérateurs algériens, arracher une part dans ce grand marché africain. Et on voici à notre grand marché, celui de l'énergie solaire. Comment faire profiter les habitants du Grand Sud de cette énergie propre et gratuite dans la wilaya de Jeannette? Une nouvelle centrale solaire d'une capacité de 4 MW vient de voir le jour. Elle fournit une énergie qui permet d'éclairer les rues de la ville. Commentaire de Lima Amouali. Une centrale solaire d'une capacité de production de 4 MW devrait renforcer les capacités d'approvisionnement de la wilaya de Jeannette en énergie électrique. بعد إنجاز هذا المشروع بقدرة 4 ميجاوات
La réalisation de ce projet d'une capacité de 4 MW vient renforcer la centrale solaire créée en 2015 d'une capacité de 3 MW, ce qui élève la capacité totale à 7 MW avec une couverture de l'énergie solaire de 30%. Cette nouvelle station vient s'ajouter à l'ancienne, ce qui permettra une exploitation directe de l'énergie. Les premières infrastructures à bénéficier de l'utilisation des panneaux photovoltaïques sont les établissements scolaires, l'éclairage public ainsi que les zones enclavées. Grâce aux panneaux photovoltaïques, il y a une amélioration du courant électrique, que cela soit à l'intérieur des classes ou dans la cour. D'ailleurs, il n'y a pas eu de coupure d'électricité durant cet hiver. Nous avons remarqué une nette amélioration de l'éclairage public à partir de l'entrée de Janet. Au-delà de l'approvisionnement de la wilaya de Janet en énergie électrique, cette centrale solaire contribuerait à la réduction des émissions de gaz menaçant l'environnement. Comme chaque week-end, on prend de vos nouvelles, vous qui nous regardez à l'étranger. Ce soir, on prend la direction de Valence pour écouter Zinedine Sefadj. Il nous dit comment il a pu maintenir une activité permanente avec l'Algérie malgré la pandémie. Regardez. Bonsoir, Zinedine Sefadj, maître de conférence à l'Université de la formation continue et cofondateur du concept de la Maison d'Algérie dans une structure culturelle à Valenciennes en Espagne, sous le nom de CRE, Centre de ressources et d'expertise interculturelle, qui veut dire en espagnol créer, croire. Nous croyons à ce projet qui a démarré depuis 2019. Avant la pandémie, nous faisions voyager notre patrimoine culturel de l'Algérie vers la rive nord de la Méditerranée, en passant par l'Espagne, France, l'Italie, Portugal. Et depuis la pandémie, mars 2020, je n'ai pas pu assurer la continuité de ma mission d'enseignant-chercheur à l'université, mais pour le patrimoine, nous avons pu développer durant cette période difficile qu'a traversé le monde et qui continue à traverser une plateforme digitale assurant des résidences artistiques virtuelles dont la première était consacrée à la Covid-19 l'année passée et qui a regroupé plus de 35 artistes du monde dans l'Algérie, l'Espagne, France, l'Italie, Canada, Congo et même l'Inde. En attendant la reconnexion physique de la diaspora algérienne à l'étranger avec son pays, l'Algérie, nous continuons à travailler en réseau pour le développement des projets innovants dans le domaine du patrimoine à l'ère du numérique. Et on salue tous nos téléspectateurs en Espagne. Dans l'actualité internationale, un Palestinien a été tué aujourd'hui par l'armée d'occupation israélienne lors d'affrontements en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné quant à lui l'expansion des colonies sionistes, affirmant que les autorités israéliennes avaient récemment approuvé la construction de 560 nouvelles unités de peuplement au sud de la ville de Beit Lahm en Cisjordanie. La question palestinienne est sur l'agenda de l'Union européenne depuis la dernière agression de l'armée sioniste. Le haut représentant des affaires étrangères et de la politique de sécurité de l'Union européenne, Joseph Borrell, a souligné la nécessité de mettre sur la table des négociations pour une solution à 2 États. À Raza, un programme a été élaboré par les scouts musulmans algériens en collaboration avec les scouts palestiniens. 3 jours pour nettoyer les rues de Raza après les bombardements de l'occupant sioniste. Un hommage a été rendu à Mohamed Boras par les membres des scouts palestiniens. Correspondance de Wissem Abou Zaid, commentaire signé Adel Bouhames. C'est sur le rythme de la levée des couleurs nationales algériennes et palestiniennes que la campagne de nettoyage et d'embellissement de Gaza a été lancée. Une opération algéro-palestinienne visant à enlever toute trace de destruction des infrastructures et des maisons causées par les bombardements de l'État sioniste sur la bande de Gaza. L'armée sioniste a tout détruit. C'est la raison pour laquelle les dégâts et les destructions sont très importants. L'Algérie a tenu à être présente ici pour participer à cette campagne d'embellissement de Gaza et la rendre plus belle que jamais.
La campagne qui durera 3 jours coïncide avec la journée nationale des scouts musulmans algériens et le 80e anniversaire de la mort du martyr Mohamed Bouras. L'objectif étant de rendre à Gaza sa splendeur d'avant l'agression sioniste, même si le souvenir de la douleur est toujours présent. Cette initiative algéro-palestinienne verra la participation de plus de 200 volontaires issus de plusieurs associations, de bénévoles, des scouts palestiniens, des municipalités et de la protection civile. Une opération de 3 jours qui porte le slogan « Nous l'embellirons ». Le soutien algérien, aussi bien sur le plan national qu'international, est toujours présent dans l'esprit des Palestiniens qui restent engagés et mobilisés à l'exemple du peuple algérien, jusqu'au triomphe de la cause palestinienne. Nous félicitons les scouts musulmans algériens pour leur fête et rendons hommage à Mohamed Bouras. Nous leur disons que nous restons engagés à l'exemple de leur résistance à aller jusqu'au bout de notre combat et la libération de toute la Palestine. Cette campagne est une preuve de plus des liens solides qui existent entre les peuples algériens et palestiniens. Et toujours dans les territoires occupés, la vie reprend difficilement à Gaza. Les bombardements de l'occupant israélien ont détruit une grande partie des infrastructures de base. Les Palestiniens ne savent plus où donner la tête car la pandémie de coronavirus est toujours là. Il manque cruellement de moyens pour y faire face. Correspondance de Wissam Abou Zaid, commentaire signé Adel Boukhams. Au milieu du chaos ambiant, la vie reprend peu à peu à Gaza. À peine remise, la population fait déjà face à un risque accru d'un nouveau pic de contamination au coronavirus. Le seul laboratoire Covid-19 de l'enclave n'est plus en état de mener des tests de dépistage après une frappe contre la clinique qui l'hébergeait. Le laboratoire principal de dépistage de la Covid-19 a été gravement endommagé. Il a été hors service durant des jours. Beaucoup de cas n'ont pas pu être détectés. Ils n'ont pu être ni isolés ni traités. Durant les bombardements, les gens se mettaient à l'abri dans des espaces exigus, durant de longues heures où la distanciation n'était pas possible. Le nombre réduit de structures de santé est dépassé par le flux de blessés et de patients atteints de maladies chroniques. Déjà à bout de ressources, sans électricité, pénurie de médicaments et manque de personnel. Le principal hôpital de la bande a été lourdement impacté par les bombardements, qui ont aussi ravagé des locaux du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé ne peut plus effectuer les dépistages nécessaires qui se faisaient d'ailleurs par milliers avant la mise hors service du laboratoire de Covid-19. Le ministère ne peut par conséquent plus suivre la situation épidémiologique dans la bande de Gaza, sans oublier la propagation de beaucoup d'autres maladies au sein des refuges. Dans les décombres, aucune infrastructure de base n'a tenu face à cette énième agression. Les réseaux de distribution d'eau potable et d'assainissement sont presque totalement détruits, mettant la population face à une autre menace, les maladies infectieuses d'origine hydrique. La Covid-19 nous guette, d'autres maladies également. Les eaux usées sont partout, les mauvaises odeurs nous empoisonnent l'existence. Il n'y a plus d'eau et donc les gens ne peuvent plus se laver ou nettoyer leur environnement. 11 jours de bombardement ont totalement sapé les efforts du ministère de la Santé dans la prise en charge de tous ces problèmes. Plus de tests de dépistage ni de suivi des personnes infectées. La campagne de vaccination contre le Covid-19 s'en trouve donc compromise. Avant l'agression, les autorités gazaouis menaient environ 1600 tests par jour et d'après l'OMS, 103 000 personnes avaient été infectées dans l'enclave de 2 millions d'habitants. 930 morts du Covid ont été enregistrés. 3% des Palestiniens avaient pu bénéficier du vaccin. Voilà pour cette page internationale consacrée à la Palestine. Retour en Algérie avec le son des galops des demi-sons dans les compétitions équestres. Ain Defla a accueilli une compétition nationale de saut d'obstacles. Elle a permis aux cavaliers de remettre le pied à l'étrier après plusieurs mois de suspension à cause de la pandémie. Les détails avec Rima Amari. Heureux de retrouver le terrain et la compétition, quelques 190 cavaliers, filles et garçons de différentes catégories ont pris part au concours national de saut d'obstacles au centre équestre Cheikh Bouamama de Ain Defla.
Il y aura un grand prix consacré aux cadets juniors et seniors. Et pour clôturer la compétition, nous prévoyons le grand prix de Ain Dfla. L'organisation, elle est très bonne. Le concours. Il n'y a pas beaucoup de public, mais ça, franchement, l'ambiance est très bonne et très sportive et équestre. L'organisation est parfaite et un accueil chaleureux nous a été réservé par les organisateurs. Le concours national de saut d'obstacles a bien repris, mais par contre le public n'était pas convié. Mesures sanitaires obligent. Le respect total des mesures sanitaires était primordial pour nous. Ainsi, sur instruction du Wali de Ain Dfla, la compétition a eu lieu sans public. Une belle reprise de la compétition en prélude à d'autres rendez-vous épiques. De la passion des chevaux à la passion du 7e art, Blida a mordu du cinéma et de la cuisine a choisi de partager ses deux passions avec ses clients. Comment? Il a choisi une idée originale, ouvrir un restaurant décoré d'affiches, des classiques du cinéma algérien et international sur les murs. Sur la vaisselle, les clients peuvent lire des répliques cultes du cinéma algérien. C'est une découverte signée Fariel Hamdi. Imaginez un dîner dans un restaurant qui vous offre à la fois une expérience culinaire et cinématographique dans un lieu qui ressemble à un bric-à-brac vintage. Pour découvrir ce concept original, il faut aller à Blida. Amin Chabou a voulu combiner son amour pour la cuisine et sa passion pour le cinéma. أنا جاتني ليدي تاع ندير هذا المشروع في السينما لأنه أنا نحب السينما. أنا نحب السينما، حبيت نوفق بين الحب تاعي للمهنة تاعي لأني أنا على باز شيف باتيسي وبين حبي للسينما في هذا المكان. Au premier coup d'œil, l'endroit ressemble à un vide-grenier. Mais très vite, on croit cerner la tendance. Le cinéma, mais pas que. Des affiches de films classiques, des posters d'anciens acteurs. Sur un temps amusé, Amin avoue être un collectionneur compulsif, particulièrement de vinyles et d'affiches de films. الحاجات اللي هنايا اللي موجودين هنا في المطعم هما حاجات قدم بين لي زافيش تاع السينما الجزائريه ولا السينما العالميه ماشينات تاع قهوه تاع بكري لي ديسك فينيل كيما راكم تشوفوا حتى انه يقدر الزبون يشوف الاشياء القديمه وحتى يسمع صوتها. À seulement 31 ans, ce jeune homme dispose d'une collection de 7000 vinyles. Du côté de la vaisselle, Amin a trouvé l'idée fort sympathique de transcrire sur les tasses de café les célèbres répliques des films algériens, ce qui amuse les clients. من الحاجات اللي دايرهم هنا في المطعم هي انه لا فيسال تاعنا كاتبين كلمات من الدارجه الجزائريه من الافلام الجزائريه اللي معروفه ويداولها الانسان الجزائري كما كلمات قالهم الفنان الكبير عثمان عليوات ومثلا عندنا كلمه معروفه هنا في بليده واللي درناها في نجاة تاع القهوه حنوني. En forme d'arbre, deux bibliothèques de vieux livres dénichés par ce jeune au cours de ses différents voyages invitent le client à faire une pause lecture. Le cadre est magnifique et très très convivial. Là où Amin est très impressionné par les anciens objets, de la brocante. Aussi, il y a une petite bibliothèque. On assiste à des soirées musicales, une petite scène là où la jeune génération vient pour présenter son programme musical. حسيت روحي صغرت tellement بنادم وي لا نوستالجي غنى بكري الحطة اللي فيها تاع كلش تاع بكري et ça fait plaisir. Le lieu ressemble à son propriétaire. Amin pétrit de passion et de partage. Chaque client est pour lui comme un invité qui vient découvrir son univers. Voici un autre univers d'un véritable passionné. Halim Assetif transforme des objets récupérés en véritables pièces d'art, des voitures miniatures de l'art contemporain et même des représentations historiques. Son autre spécialité, la décoration intérieure des maisons en pierre. Découverte signée Adel Boukhams.
Toi, mon fils, tu ne fais que ramasser des ordures. Sa mère lui répétait cette phrase sans cesse étant enfant. Le voyant récupérer des déchets, des branches d'arbres, des batteries et tout ce qui lui tombait sous la main. Elle ne se doutait pas que cette manie était le signe annonciateur d'une véritable vocation. Loin d'être découragé, Halim redonne vie, recycle, façonne aujourd'hui à partir d'objets de récupération de véritables œuvres d'art dans son petit atelier de fortune, dans lequel il passe le plus clair de son temps libre. Des créations qui expriment son vécu, des choses qui le touchent au quotidien, et même des événements historiques. Une sorte d'hommage qu'il rend aux martyrs tombés durant la guerre de libération nationale. Tous les objets que vous voyez là sont confectionnés à base de matières récupérées, comme la momie et le bateau cassé. Chacun représente une chose distincte et reflète en général les différents fléaux sociaux que vivent les sociétés telles que le chômage, l'émigration clandestine et les rêves de la jeunesse, des rêves perdus. Artiste dans l'âme, Halim a naturellement choisi pour métier celui de staffeur ornemaniste, une profession manuelle où il peut laisser libre cours à son sens créatif. En plus de la confection de ces bibelots, je suis spécialisé dans la décoration intérieure des maisons, en plâtre ou en pierre. Des pierres naturelles que je ramène des montagnes et des rivières avoisinantes. Son autre passion, les voitures. Il l'exprime à travers la fabrication de ces petites citadines miniatures. Un art dans lequel il fait montre de patience, de dextérité et d'une grande précision. Ambitieux, la tête pleine de rêves, Halim Chara aspire aujourd'hui à faire le tour du monde pour exposer ses œuvres. Un rêve qui n'est pas si inaccessible, puisqu'il a déjà été remarqué et invité en Tunisie, au Qatar et en Allemagne. Belle découverte. Ainsi va l'actualité, ça fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.